Merci beaucoup, cher MC. Je suis vraiment très ravi de modérer ce panel, le seul panel de la journée consacré à l'économie numérique. On reviendra bien entendu sur les tendances fortes du secteur autour de quelques grosses problématiques. Les fintech, on en parle beaucoup. Les télécommunications, l'inclusion financière numérique, entre autres. En attendant d'avoir l'arrivée parmi nous de M. Isidore Diouf, directeur général de Sénégal Numérique SA, on va démarrer par la keynote avec un monstre sacré du secteur du numérique sénégalais et africain. C'est un ingénieur de formation diplômé de Centrale Supélec. Il a démarré par Atos il y a très longtemps. On ne parlait pas encore d'IA, ni de ChatGPT, ni d'autres choses. Il est le vice-président du CNP, le Conseil national du numérique sénégalais, président d'Optique, l'organisation des professionnels des TIC du Sénégal, président également d'Europtique à l'échelle de l'UMOA, et c'est quelqu'un qui occupe également les fonctions de patron de GSI. Monsieur Antoine Gomme, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Président, de nous faire l'honneur d'ouvrir ce panel à travers la keynote. Allez-y, s'il vous plaît. Président Antoine va donc ouvrir ce panel à travers une keynote qui reviendra sur l'ensemble de ces thématiques autour du numérique. Et après lui, maintenant, on va plonger de plein pied dans le panel qui va aussi accueillir le directeur général de Sénégal Numérique. C'est à vous, Président. Ça fonctionne? C'est bon? Oui. OK. Merci Ousmane. Mesdames et messieurs les représentants des institutions publiques et privées, chers panélistes, en tout cas, félicitations aux organisateurs d'avoir réussi donc à réunir ce panel de très grande qualité. C'était difficile de faire mieux. En tout cas, bravo. Ce panel, on l'a dit tout à l'heure, est donc le dernier du forum. Mais je pense, comme dit l'adage, certainement, on a gardé le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, chers participants, je remercie donc les organisateurs du Forum de l'entrepreneuriat et de l'emploi pour leur invitation et pour la place accordée au sujet, à un sujet qui se trouve désormais au cœur de notre avenir économique. Parler d'économie numérique, de fintech et de télécommunications, ce n'est pas parler de trois secteurs juxtaposés. C'est parler de trois forces qui convergent et qui peuvent transformer la manière dont nos entreprises produisent, se financent, recrutent, innovent et accèdent au marché. Nous sommes en effet à un moment décisif. Le numérique n'est plus un secteur parmi d'autres. Il devient l'infrastructure de transformation de tous les secteurs, que ce soit la finance, le commerce, l'industrie, l'agriculture, services, l'administration, l'éducation, et même de notre capacité à exporter nos talents et nos entreprises. Je crois que si vous avez suivi les panels précédents, vous avez dû vous rendre compte que le numérique est toujours présent. D'où mon appel à d'abord passer de l'ambition numérique à une discipline d'exécution. Le Sénégal a fixé son cap avec l'agenda national de transformation 2050, ainsi que le New Deal technologique qui a donc été lancé en février 2025. L'ambition est forte, renforcer notre autonomie technologique, digitaliser les services publics, transformer l'économie et positionner le Sénégal parmi les leaders du numérique en Afrique. Les besoins d'investissement annoncés par le New Deal technologique sont de l'ordre de 1 105 milliards de francs CFA et cette stratégie ne pourra pas être exécutée par l'État seul
et une forte implication du secteur privé, bien entendu, est attendue. Les orientations gouvernementales les plus récentes renforcent cette conviction. Le chef de l'État a demandé une attention particulière à l'environnement des affaires, au développement du secteur privé national. Je crois que vous avez dû, donc, en lisant le dernier Conseil des ministres, le communiqué du dernier Conseil des ministres, qui en a fait allusion, à l'économie informelle et aux PME. Le Premier ministre a, quant à lui, appelé aussi à passer d'une logique de procédure à une logique de résolution de problèmes, d'une logique d'activité à une logique de résultat, d'une logique sectorielle à une logique systémique et d'une logique de cloisonnement à une logique de coopération. Cette méthodologie doit aussi devenir celle de notre transformation numérique. La question n'est plus le Sénégal doit-il accélérer la transformation numérique? La réponse est évidente. La vraie question, c'est comment faire du Sénégal non seulement un marché numérique, mais un pays qui conçoit, finance, déploie et exporte les solutions numériques de demain. Pour y répondre, je propose que l'État et le secteur privé construisent un pacte national d'exécution du New Deal technologique. Non pas une stratégie supplémentaire, mais un engagement formalisé autour de projets prioritaires avec pour chacun un responsable clairement identifié, un financement sécurisé, un calendrier, des conventions qui structureraient donc l'application et la mise en œuvre de ces projets. Le pacte fixerait le cap, les conventions structureraient les projets, les marchés publics et les contrats de partenariat sélectionneraient les exécutants dans la transparence et selon la compétence, la sécurité, le coût global et la valeur créée au Sénégal. Pour ceux qui sont gênés par ce terme pacte, on pourrait effectivement utiliser le terme de partenariat public-privé fort. Un tel mécanisme pourrait aussi faciliter la mobilisation des bailleurs, non pour financer une déclaration d'intention, mais pour soutenir un portefeuille de projets bancables préparés selon leurs standards et suivis dans une gouvernance commune de résultats. Je ferai aussi appel pour dire faisons l'inclusion financière un moteur de production. Il y a encore quelques années, parler d'inclusion financière signifiait essentiellement parler de bancarisation. Aujourd'hui, un téléphone peut remplacer une agence, un portefeuille électronique devenir un compte de paiement, une plateforme devenir un canal de distribution, la donnée devenir un instrument d'évaluation du risque et l'intelligence artificielle devenir l'assistant d'une PME. Dans l'UEMOA, la proportion d'adultes détenant un compte auprès d'une institution financière est passée de 47% en 2016 à 72,3% en fin 2023. Ce progrès est majeur. Mais après l'accès vient l'usage. Après l'usage vient la création de la valeur. Et après la création de valeur vient la compétitivité. La prochaine bataille sera donc celle de l'intégration. Opérateurs télécoms, fintech, banques, institutions de microfinance, assureurs, opérateurs d'infrastructures de paiement, start-up et administration doivent collaborer pour offrir une expérience simple, interopérable et sécurisée pour payer, épargner, emprunter, investir, vendre, acheter et entreprendre. Le lancement en septembre 2025 de la plateforme interopérable du système de paiement instantané de l'UEMOA, PSPI, constitue à cet égard une avancée structurante. En mutualisant les rails du paiement, elle doit permettre aux acteurs d'innover davantage sur les services et les usages au lieu de reconstruire chacun sa propre infrastructure. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose. Je crois que ce qui fera la réussite et le succès de la plateforme PSPI,
ce sera aussi le modèle économique et j'appelle le régulateur, j'appelle la Banque centrale à revoir ce modèle économique pour permettre à tous les acteurs de se retrouver dans cette nouvelle plateforme. Mais la FinTech doit maintenant aller au-delà du paiement. Elle doit financer l'économie réelle. Elle doit aider à répondre à des questions très concrètes. Comment financer une PME sans garantie suffisante? Comment transformer l'historique des transactions d'un commerçant en capacité de crédit? Comment proposer une assurance abordable à un agriculteur? Comment construire une réputation financière pour un jeune entrepreneur? Comment financer les femmes entrepreneurs et accompagner progressivement les acteurs de l'informel vers la formalisation? La FinTech de demain ne doit donc pas être seulement une FinTech de transaction. Elle doit être une FinTech de production, de financement, de formalisation et de création de valeur. Un appel aussi à faire de la donnée un pont entre activité réelle et financement. Une PME sénégalaise génère chaque jour des informations sur ses ventes, les paiements, les achats, les stocks, les clients, les fournisseurs et les flux numériques. Trop souvent, ces données restent inutilisées, alors qu'elles peuvent améliorer la compréhension du risque et faciliter l'accès au financement. La donnée doit devenir un pont entre l'activité économique réelle de la PME et sa capacité de financement. Mais cette révolution ne sera durable que si elle repose sur la confiance, le consentement éclairé, la protection des données personnelles, la transparence des modèles de scoring, la cybersécurité, la gouvernance et les possibilités de recours. L'intelligence artificielle encore amplifiera cette transformation. Le récent appel du chef de l'État au déploiement d'un plan national de développement de l'intelligence artificielle doit être saisi comme une opportunité économique et non comme un simple chantier technologique. L'intelligence artificielle doit améliorer la productivité des entreprises, personnaliser l'accompagnement, détecter les risques, faciliter la décision et créer de nouveaux métiers tout en restant explicable, responsable et maîtrisé. Un appel aussi à faire des télécommunications une infrastructure de compétitivité. Notre ambition est d'aller en fait au-delà de la seule couverture du territoire. Lorsqu'une entreprise dispose d'une connectivité fiable, abordable et sécurisée, elle peut accéder au cloud, au marché numérique, aux outils d'intelligence artificielle, au commerce électronique et aux services financiers numériques. Une infrastructure télécom ne doit donc plus être évaluée seulement par le nombre d'abonnés ou de kilomètres de fibre, elle doit aussi l'être parce que les citoyens et les entreprises peuvent accomplir grâce à elle, vendre au-delà donc de leur territoire, exporter un service, accéder au financement, réduire leurs coûts et améliorer leur productivité. Cela suppose une connectivité donc abordable, des infrastructures partagées, des centres de données et de services cloud répondant à nos exigences, des API ouvertes, une identité numérique faible, des paiements interopérables, une signature et un archivage numérique de confiance, ainsi qu'un haut niveau de cybersécurité. Un appel aussi à mettre les PME et l'emploi au centre de la transformation numérique. Pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, il faut massivement digitaliser les PME pour leur gestion, leur facturation bien sûr, les paiements, les stocks, la relation client, l'accès au crédit, commerce électronique et exportation. Mais cette digitalisation doit être accompagnée. Une licence logicielle sans diagnostic, sans formation et sans conduite du changement ne transforme pas une entreprise. Et surtout, la transformation numérique doit être jugée à l'aune des emplois et des opportunités qu'elle crée. Le constat rappelé récemment par le Premier ministre est préoccupant. Un tiers des jeunes de 15 à 24 ans
se trouvent en situation de NEET, qui veut dire ni emploi, ni études, et ni formation. C'est un impératif économique autant qu'une urgence sociale. Chaque grand projet du New Deal technologique devrait donc comporter un volet obligatoire de compétences et d'emplois créés. Nombre de jeunes formés, certifications obtenues, stages et apprentissages créés, emplois durables, PME locales mobilisées, transferts technologiques et capacités d'exportation générées. Dans le même esprit, l'annonce d'un Fonds national de promotion et de la recherche et de l'innovation, ainsi que la réflexion sur un Conseil national de la recherche et de l'innovation ouvre une perspective importante. On pourrait aussi appeler à refuser une transformation à double vitesse. Appeler aussi à penser Sénégal, construire l'Afrique et viser le monde. Je pense que nos entreprises du numérique, effectivement, le savent déjà et font tout pour ne pas se limiter à leur marché ici au Sénégal, font tout pour s'étendre dans la sous-région et au niveau africain en général. Concernant ce point sur les champions, je voudrais faire un appel pour le programme Sous-nous champions et dire qu'on ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas une entreprise du numérique qui soit dans ce premier lot d'entreprises qui seront sélectionnées donc, pour le programme Sous-nous champions. C'est un appel que je fais pour ce programme. Alors, en conclusion, j'y arrive. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de Alpulaar qui sont là et qui sont pressés d'aller donc casser la croûte. Hein? Je voudrais donc, mesdames et messieurs, dire que nous avons une opportunité exceptionnelle pour construire, financer et exporter donc la valeur numérique. Nous pouvons utiliser le numérique pour faire plus vite ce que nous faisons déjà. Oui, nous pouvons l'utiliser aussi pour accomplir ce qui nous n'était pas avant possible, ce qui nous était impossible avant. Financer l'informel, exporter nos services, personnaliser l'éducation, rapprocher l'administration de l'usager, créer de nouveaux métiers et faire émerger des champions. L'enjeu n'est donc pas seulement de digitaliser le Sénégal, l'enjeu est de rendre le Sénégal plus productif, plus inclusif, plus innovant et plus compétitif grâce au numérique. Donc, d'où mon appel aux banques et aux institutions financières d'ouvrir davantage leurs infrastructures et financer davantage donc, les modèles qui créent de la valeur. Aux opérateurs télécoms, faites de la connectivité une plateforme de croissance et de compétitivité. Aux fintech, leur demander de ne pas se contenter de déplacer l'argent, mais contribuer à financer l'économie réelle. Aux régulateurs, leur dire de protéger la confiance, mais laisser respirer l'innovation. Et à l'État, transformer les ambitions en projets financés, exécutés, mesurés et redevables. Et à nos entreprises, pensez Sénégal, mais construisez pour l'Afrique, visez le monde. Et à nous tous, je dis, ne soyons pas seulement les utilisateurs de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle, soyons ceux qui la construisent. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Président Antoine Ngom, président d'Optic, vice-président du CNPA, du CNP, pardon, et bien entendu un défenseur infatigable de l'économie numérique sénégalaise, africaine, en particulier des acteurs du privé. On l'a bien noté, notamment l'appel en direction de la BCEAO pour qu'on affine davantage les modèles économiques autour de l'interopérabilité. Je pense que c'est une très bonne question sur laquelle on reviendra plus tard. Là maintenant, en attendant d'avoir le DG de Sénégal numérique parmi nous, nous allons entrer de plein pied
Dans le panel, je vois sur le chrono qu'on a 24 minutes. On va tâcher d'être très, très court et concis. S'il vous plaît, chers panélistes, je pourrais démarrer par Momodou Ndoye, directeur général de Atos Sénégal. Momodou, avec vous, on parle beaucoup des compétences parce qu'on ne peut pas parler de toutes ces thématiques sans parler des compétences. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez cette problématique dans un contexte où on parle beaucoup de compétences, de création de champions nationaux? Merci Ousmane. Bonjour à tous. Donc, très heureux d'être parmi vous comme d'habitude et de parler de ces sujets qui sont des sujets importants. Bon, on est à un forum de l'emploi. Donc, qui dit compétences, pourquoi on parle de compétences? Parce que c'est pour créer de l'emploi. Donc, ça, c'est quelque chose de primordial. Et donc, moi, ma conviction, en fait, c'est que au Sénégal, les compétences sont là. Donc, on les a démontrées depuis de nombreuses années. Donc, moi, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Atos. Donc, on s'est installé au Sénégal il y a une dizaine d'années avec un objectif qui pouvait être un peu ambitieux. C'était de monter une structure et de créer plus de 2000 emplois. Donc, beaucoup à l'époque se posaient la question de savoir est-ce qu'on allait y arriver. Et surtout, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une entreprise puisse employer autant de ressources? Bon, tout simplement parce que notre activité, la plus grande partie, c'était pour exporter des talents, donc exporter des ressources, d'où la problématique de la compétence. Donc très vite, en fait, on s'est posé la question de savoir est-ce que le Sénégal pouvait offrir autant de capacités à une entreprise internationale comme la nôtre de pouvoir développer ces compétences-là. Donc le résultat est oui, parce qu'à un certain moment, on a quand même réussi à monter jusqu'à presque 600 personnes donc au Sénégal, donc avec des gens de talent, donc des talents numériques, des ingénieurs, travaillant sur des projets à l'international, donc de très grands projets. Moi, la dernière fois, j'étais quand même très fier au mois de juin, j'étais allé à Paris. Et donc, j'ai utilisé une application que les Parisiens connaissent beaucoup, qui est en fait le Pass Île-de-France Mobilité, qui est en fait la digitalisation de ce qu'on appelle le Pass Navigo. Et beaucoup ne le savent pas, mais en fait, cette application-là, qui utilise presque 2 millions de Parisiens par jour, a été développée en grande partie par des Sénégalais ici à Dakar, à Cité Keur Gorgui. Et ça, en fait, on peut être fier, par exemple, d'exemples de ce type-là. Donc, ça veut dire que les compétences sont là. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Si on regarde l'écosystème public, l'écosystème privé, dans notre domaine, l'école polytechnique de Dakar forme énormément de compétences. L'école polytechnique de Thiès, avec qui nous avons des de Sonatel. Sonatel a développé la Sonatel Academy. Nous, on a lancé d'autres initiatives de ce type-là, comme en fait la Atos Digital Academy, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est-à-dire que le pays ne regorge pas de compétences, a énormément de compétences. La problématique, elle est à un autre niveau, mais je pense qu'on y reviendra. Merci beaucoup. On va donner la parole à M. Si de Oumo Group, Oumo qui s'élargit aussi, notre champion sénégalais. Mohamed, il y a quelques années, vous nous aviez présenté la stratégie d'exportation Haïti, BPO du Sénégal. Sur le front des compétences et de l'expertise, qu'est-ce qui nous manque réellement? Même comme il l'a dit, il est ailleurs. Donc, c'est aujourd'hui d'arriver à sortir donc de ce gap d'innovation pour aller vers la transformation, vers l'industrialisation. Parce qu'on doit maintenant pouvoir franchir ce gap-là. Aujourd'hui, on a des ressources. Si on a besoin de développeurs, le Sénégal en forme assez. Mais le problème aujourd'hui qu'on a, c'est comment arriver à faire de sorte que ces développeurs-là, ces entreprises-là, ces startups-là qui sont dans l'innovation puissent franchir ce cap de l'industrialisation. C'est ça le gros challenge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir des fonds d'accompagnement pour démarrer. Mais ce dont on a le plus besoin, c'est des fonds qui permettent à ces entrepreneurs-là, à ces innovateurs-là, d'avoir les premiers contrats. Parce que c'est le premier contrat qui structure l'entreprise. C'est le premier contrat qui fait la référence et c'est ce premier contrat qui permet de faire le saut. Malheureusement,
c'est au niveau de l'industrialisation que le bas blesse. C'est pourquoi nous, Oumou, on a décidé de créer justement Oumou InnovHub, parce que InnovHub, c'est en fait un pont entre les entrepreneurs et les grandes entreprises bien assises. Parce que ces innovateurs-là, ces jeunes développeurs-là, que je rencontre au quotidien, on en a à la plaie au niveau de Easy, avec qui, par exemple, on a mis en place le programme des Tech Labs, qui permettent aujourd'hui d'accompagner ces développeurs à se structurer, à travailler dans le cadre professionnel, à avoir le pied dans le monde professionnel pour justement se préparer à faire le grand saut. Et justement, ce pont entre les entrepreneurs, entre les innovateurs et les entreprises solidement assises leur permettent facilement de passer à l'étape de l'industrialisation. Et je pense que là où l'État doit faire ses efforts maintenant, c'est justement d'accompagner ces innovateurs-là à aller vers ces premiers contrats. Merci beaucoup. Vous avez parlé des startups. Justement, on en a une. Hein. Je ne sais pas si Henri se définit toujours comme startup ou pas. Turundo, merci de prendre le micro. Alors, pour ce qui est des startups, on l'a dit, ce passage à l'échelle, pour ne pas parler d'industrialisation. Vous avez la chance aujourd'hui d'être connu aussi à l'international. On rappelle que l'année dernière, vous avez remporté l'Africa Business Heroes au Rwanda. Aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin concrètement pour vous envoler définitivement comme startup? Merci Ousmane, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là en tout cas. Effectivement, la mise à l'échelle pour nous c'est notre quotidien. On a eu le challenge dont Mohamed a parlé d'accéder au marché au bout d'un certain nombre d'années. Maintenant, une fois que vous accédez au marché, pour vous, vous pensez que les problèmes sont finis. Mais j'ai l'impression que c'est là où les gros problèmes commencent. Parce que quelque part, qu'on le veuille ou pas, vous passez de l'image de la start-up sympa qui a des idées intéressantes à l'entreprise qui a de l'ambition. Et donc l'entreprise qui a de l'ambition déjà fait face à une très forte concurrence. Donc là, déjà, l'image n'est plus la même. Donc vous avez votre écosystème global qui vous encourage, mais dans le quotidien quand même, vous êtes un concurrent, peut-être un petit qui vient sur la table des grands. Et là, ça, c'est un vrai challenge, cette concurrence-là. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir aussi délivrer de la qualité sans pour autant être dans un environnement facile. La qualité, c'est quoi? C'est savoir maintenir ses équipes, savoir faire évoluer son système. Et ça demande des ressources. Et vous accédez à des gros marchés, vous attendez à ce qu'on vous paye rapidement, mais non, il faut gérer aussi le délai de paiement. Donc, il y a plusieurs équations en même temps qui sont là, de pouvoir garantir la qualité, de pouvoir tenir face au délai de paiement et de pouvoir faire face à la concurrence. Et nous, actuellement, en tout cas, c'est notre quotidien. Comment est-ce qu'on y arrive? C'est là où aussi lever des fonds est important. Pour adresser la problématique des délais de paiement, il vous faut trouver des financeurs qui vous font confiance sur votre feuille de route. Et donc, ces financeurs vous font gagner du temps. Pendant que l'État va peut-être mettre 15, 16, 17 mois à vous payer, ben, vous allez tourner avec l'argent de votre investisseur. Vous allez pouvoir continuer aussi à innover parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, les choses vont extrêmement vite. Ce qui se faisait peut-être en 1 an, 2 ans, se fait aujourd'hui en 4 mois, 5 mois. Donc, c'est là où l'argent de l'investisseur est important. Mais pour moi, le fil conducteur va toujours être cette confiance que l'État vous donne. Si nous, aujourd'hui, on a pu grandir, c'est parce qu'on a eu un ministère qui nous a fait confiance, malgré nos challenges, et qui nous a poussés. Et tant qu'on n'aura pas ça, il sera difficile d'imaginer des champions. Parce que si vous n'êtes pas champion chez vous, il sera difficile de l'être ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, ils veulent créer leur propre champion. Donc, il vous faut des références, il vous faut la structuration pour pouvoir tenir. Et donc, cette confiance, elle est indéniable. Et j'ai entendu le discours d'Antoine tout à l'heure. C'est vraiment un appel du cœur à tous les acteurs du numérique. Il faudrait vraiment qu'on arrive à discuter pour que ces mots champions, ces mots grandir à l'international soient formalisés par des vrais actes. Parce qu'aujourd'hui, on le dit, mais dans les faits, on n'est pas dans un environnement qui facilite
en tout cas des champions qui grandissent. Merci, merci beaucoup. C'était important quand même qu'on ait la voix des startups pendant qu'on parle des startups. Alors, ce matin, pour ceux qui ont été à l'ouverture, on a écouté le discours du président du conseil, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, ça me reviendra tout à l'heure. Ousmane, à écouter donc nos panélistes, on voit que en fait, nos entreprises sont confrontées à plusieurs problématiques qu'on ne peut pas régler de manière isolée. Hein. Il y en a qui auront des problèmes d'accès à la compétence, à l'expertise. Il y en a qui auront des problèmes d'accès au financement, d'autres d'accès au marché, d'autres de passage à l'échelle. Et donc, en fait, l'entreprise en elle-même a besoin d'une orchestration de l'ensemble de ses besoins pour les adresser en même temps. Hein. Et quand je parlais tout à l'heure de pacte entre l'État du Sénégal et le secteur privé, c'était pas pour dire voilà qu'on allait prendre tel marché, l'offrir à telle entreprise ou autre, mais c'était de fixer un cadre qui permette aux entreprises de pouvoir, à travers en fait les projets qu'ils auront à exécuter, travailler dans un cadre où ces différentes axes que je viens de citer sur les compétences, etc., puissent être rassemblés et qu'on puisse, je veux dire, avoir des entreprises qui soient accompagnées de manière holistique. Hein, de manière holistique et pas seulement sur un des points que je viens de citer. D'accord. Donc, vraiment, ce que je pense, c'est que la résolution des différentes problématiques que rencontrent les entreprises, nos entreprises, se fera de manière holistique à travers donc l'adresse d'un certain nombre de préoccupations de nos entreprises et pas seulement de manière isolée. Merci beaucoup, Mamadou Ndoye de Atos. Sur un point peut-être sur lequel vous aimeriez rebondir. Bon, moi, je suis vraiment sur des problématiques d'emploi. Parce que comme, bon, c'est vrai qu'Antoine, aussi bien Ousmane, bon, ils ont parlé des problématiques des entreprises. Bon, c'est les mêmes problématiques que ont toutes les entreprises, hein, que ce soit des startups, que ce soit des entreprises du secteur national, ou bien des entreprises, on va dire, internationaux comme la nôtre. Mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que au Sénégal, le numérique peut aider à créer de l'emploi. Donc, moi, je pense que c'est une rhétorique qui revient assez souvent. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Bon, avec mon ami Mohamed Mahi, on a eu énormément de discussions là-dessus. Pareil avec Antoine. Et ça, c'est une problématique majeure. Moi, chaque fois, c'est des chiffres qui me font peur. Ce matin, ça a été rappelé. Quand on entend que tous les ans, il y a 300 000 jeunes étudiants qui arrivent en fait sur le marché de l'emploi, c'est un chiffre qui fait peur. Alors que actuellement, on ne sait absorber que 30 000 maximum. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sur le carreau. Et donc, ça fait des années en fait qu'on essaye également de développer ce qu'on appelle l'export de services. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir des jeunes Sénégalais formés ici, travaillant ici et travaillant en fait pour des entreprises à l'international. C'est quelque chose qui a été lancé. Nous, on a lancé une initiative de ce type-là depuis une dizaine d'années à notre échelle. Ça marche bien, mais toute la problématique a été de savoir comment en fait aller à l'échelle. Comment faire en sorte que qu'il y ait, par exemple, 10 000, 20 000, 100 000 emplois qui sont offerts à des jeunes Sénégalais et par des entreprises qui sont à l'international. Quand je prends des exemples, les pays qui réussissent à le faire, le Maroc. Le Maroc, tous les ans, ils forment 15 000 ingénieurs. Ils arrivent à absorber parce qu'il y a des grandes entreprises
qui vont s'installer au Maroc. OK? Je prends l'exemple de Atos. Atos, on est 2000 personnes au Maroc. On est 300 au Sénégal. Donc les questions qu'on se pose, c'est pourquoi Atos est 2000 au Maroc, 300 au Sénégal. Je prends l'exemple d'un autre pays, l'île Maurice. L'île Maurice, ils ont réussi à capter des grandes entreprises, Capgemini, que la plupart connaissent, qui est l'un des leaders en fait dans le domaine du numérique. Ils sont 3000 personnes en île Maurice. Pourquoi une entreprise comme Capgemini arrive à se développer en île Maurice et ne vient pas au Sénégal, ne vient pas dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, etc. Donc ça, c'est les vraies problématiques sur lesquelles, en fait, il faut se poser des questions. Il ne faut pas juste se dire le numérique va créer de l'emploi, mais il faut mettre en place les conditions pour le faire. Les conditions, c'est quoi? Il faut les compétences. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc on a clairement dit que la problématique des compétences, ce n'est plus un sujet. Les mécanismes sont là, les initiatives sont là, il y a de bonnes initiatives, les jeunes sont accompagnés. Même là, récemment, on a lancé une initiative avec de l'alternance avec l'École polytechnique de Thiès, qui est vraiment un succès. Mais il y a d'autres problématiques qui font que le Sénégal n'y arrive pas. On a une problématique dans le pays, on a un pays qui est trop cher. Le coût de la vie, c'est un vrai frein au développement de l'export des services numériques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut se régler facilement. Mais qui dit coût de la vie cher, dit que derrière, il faut qu'il y ait les salaires qui suivent. Donc, ça veut dire que derrière, on va tout de suite être en perte de compétitivité avec d'autres pays concurrents sur de l'export de services, comme le Maroc, comme l'île Maurice, comme Madagascar, etc. Ça, c'est un premier frein. Un deuxième frein que je peux citer, c'est le cadre, on va dire, juridique et incitatif. Dans certains pays, tout est clair. Lorsqu'une entreprise vient pour s'installer, pour former des jeunes, créer de l'emploi, il y a un cadre juridique qui est assez clair et il y a des mesures incitatives. Je prends l'exemple du Sénégal, le PTN. C'était un bon projet. On a tous poussé pour que le PTN soit opérationnel. Ça fait des années que le projet est en cours, il n'est pas finalisé. Et même s'il est en voie de finalisation, il y a des problématiques sur, par exemple, le cadre fiscal qui n'est pas encore clarifié. Donc tout ça, en fait, n'aide pas à faire en sorte que notre pays attire en fait ces emplois-là qui vont venir de l'étranger et pour offrir en fait de l'emploi aux jeunes Sénégalais. Donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles en fait il faut qu'on continue de travailler. Merci beaucoup, Ali Ousmane Gueye de ION. J'aimerais quand même qu'on dise un petit mot sur la feuille de route pour l'accélération de l'économie numérique. Vous la voyez comment, cette feuille de route, en quelques secondes? Exécution. On manque d'exécution. C'est ce qui manque, n'est-ce pas? Des documents, il en existe depuis un siècle, mais on n'exécute pas. Et entre ce qu'on écrit et la réalité, je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un gap. Et c'est ce gap-là qu'il faut changer. Il faut changer ce qu'on appelle le storytelling. En tout cas, nous, on a la chance de l'avoir vécu. Start-up qui se battait pour avoir un marché, qui en a un, et qui voit qu'on écrit créer des champions, mais que le cadre n'est pas là. Donc pour moi, c'est l'exécution qu'il faut réussir à porter. Ça va être porté par des acteurs du numérique comme nous, mais ça va être porté aussi par l'État. Et donc c'est à nous d'être forts dans notre groupement, dans notre discours, pour montrer qu'il y a de belles choses qui se font ici. Et si ces belles choses sont valorisées par rapport à ce que Mamadou dit, on va avoir une conséquence positive. Parce que forcément, si vous avez accès à ces marchés, vous allez employer plus de monde, créer plus de compétences. Et on voit même, nous, dans notre histoire, des gens quittent nos entreprises pour aller créer d'autres entreprises. Donc, c'est une échelle. Et pour moi, si on exécute avec des acteurs locaux, bien sûr, en garantissant la qualité, il ne suffit pas juste de dire acteur local pour que ce soit suffisant. En garantissant la qualité, on va pouvoir exécuter cette feuille de route-là, créer de l'emploi, créer des champions. Et ces champions vont pouvoir attirer d'autres entreprises qui vont se délocaliser ici aussi. Merci beaucoup.
Même s'il faut préciser, hein, quand on dit exécuter, c'est bon de mettre un COD, hein, parce que la confusion peut être très, très mortelle. Hein. On va terminer par Mohamed avant que je ne prenne quelques secondes pour la synthèse de ce panel. Je pense que ce sera le panel le plus courant, comme quoi les acteurs du numérique sont très concis pour dire l'essentiel. Mohamed, on va terminer avec vous sur la FinTech. Quand on parle de vous, sur votre parcours, on pense forcément à Chaka, n'est-ce pas? Ça fait de beaux souvenirs. Aujourd'hui, sur le front de la FinTech, qu'est-ce qu'il nous resterait à faire au Sénégal pour peut-être avoir une feuille de route là également? Merci. Je pense que le président Antoine l'a abordé dans son discours. Et il faut aujourd'hui aussi qu'on arrête de voir FinTech comme juste moyen de paiement. Parce que malheureusement, la FinTech est aujourd'hui en fait cloisonnée au moyen de paiement. Alors que le portefeuille de la FinTech peut être extrêmement large. Parce qu'aujourd'hui, la FinTech peut être le premier relais d'inclusion. Parce que le meilleur vecteur d'inclusion aujourd'hui dans le digital, c'est la FinTech. Parce que non seulement elle peut permettre d'accélérer effectivement les moyens de paiement, mais également, il y a d'autres services que la FinTech peut offrir. Aujourd'hui, que ce soit le ciblage dans le domaine social, que ce soit aujourd'hui le crédit scoring, comme l'a dit tout à l'heure le président Antoine, on a aujourd'hui la possibilité d'adresser des secteurs qui étaient jusque-là exclus de ce système-là. Et donc, aujourd'hui, il faut peut-être essayer de décloisonner la FinTech, de ne pas limiter la FinTech juste à un instrument de paiement, malheureusement, et d'avoir aujourd'hui la transversalité à 360 degrés de tous les services digitaux qui peuvent permettre justement aux populations d'accéder beaucoup plus facilement au digital. Mais vous me permettrez de rebondir aussi sur un point qui est essentiel que mon homologue a parlé tout à l'heure d'œil, parce qu'il y a un volet important. Quand on veut, parce qu'il faut distinguer deux choses, la création de l'emploi et l'entrepreneuriat. Pour accélérer ces deux volets, pour moi, on ne peut pas négliger les investissements directs étrangers. Les IDE, c'est quelque chose de fondamental. Le Sénégal a perdu ces dernières années en termes de crédibilité, mais même en termes d'attractivité au niveau des investissements directs étrangers. Et je pense qu'il y a un gros effort à faire de ce côté-là pour que le Sénégal soit un pays beaucoup plus accueillant, beaucoup plus attractif, pour que les grandes entreprises puissent s'installer. Et je me souviens à l'époque, parce que j'avais été parmi les acteurs qui avaient travaillé pour l'arrivée d'Atos, parce qu'à l'époque j'étais consultant de Apix, je rédigeais le cahier, le guide de l'investisseur et le cahier pour l'attractivité du Sénégal en matière de TIC téléservices. On avait fait des études comparées par rapport aux autres pays qu'a cité tout à l'heure Momodou, que ce soit île Maurice, que ce soit l'Inde, on est allé jusqu'à Bangalore pour voir comment les Indiens ont attiré les investissements directs étrangers là-bas. On a été au Maroc, on a été en Tunisie. On a posé un cadre. Et comme le dit mon ami aussi Ousmane, Henri, tant que nous sommes au stade de théoriser, de mettre des documents et de ne jamais les appliquer, on n'avancera pas. Il faut maintenant qu'on passe à l'action. Des pays ont montré. Israël a lancé ses startups à travers sa Startup Nation. Et aujourd'hui, la plupart des solutions en sécurité au monde, c'est utilisé dans tous les pays où on veut développer la cybersécurité. C'est des startups israéliennes qui l'ont mis en place parce que l'État, le gouvernement a pu mettre en place un programme qui permet d'associer le gouvernement, les grandes entreprises et les jeunes pousses, les startups. L'Estonie a réussi la même chose. Singapour a réussi la même chose. Plus proche de nous, le Rwanda, avec son programme d'accélération digitale, a réussi à faire la même chose. Faire du secteur public un laboratoire d'essai pour les petites entreprises pour pouvoir les préparer au marché international. Tant que notre gouvernement ne jouera pas ce rôle d'accélérateur, parce que c'est l'État qui doit incuber les jeunes pousses, c'est l'État qui doit jouer son rôle aussi pour que ces services-là puissent être testés. Parce que le plus grand acheteur, c'est l'État. C'est l'État qui finance les grandes entreprises et les grandes entreprises financent les moyennes entreprises et les moyennes entreprises financent les petites entreprises. C'est une chaîne, c'est un écosystème. Tant qu'on n'y arrive pas, on ne va pas y aller. Pour revenir sur le PTN aussi, c'est le même problème. Ça va rester un gros bâtiment vide tant qu'autour de ce PTN, il n'y a pas d'attractivité. Dans d'autres pays,
la destination, elle est fondamentale. On va venir s'installer dans un pays parce qu'on se dit peut-être, si j'installe ma filiale là-bas, je peux couvrir toute l'Afrique par un vol d'1 heure, par un vol de 3 heures, par un vol de trucs. Donc, il y a d'autres leviers sur lesquels on doit actionner qui ne sont pas que du secteur TIC. Pour développer le secteur TIC, tous les autres secteurs doivent être impliqués. Le secteur aérien, le secteur du tourisme, le secteur de l'infrastructure, etc. Sinon, ce PTN, il sera éternellement un vieux bâtiment qui ne sera jamais utilisé. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait revenir parce que c'est des thématiques vraiment intéressantes. Mais malheureusement, le temps est trop court. Merci. Merci. Je vois que Mohamed est particulièrement offensif aujourd'hui. Alors, Président, les serrères ont 1 minute pour conclure, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, mais en fait, Mohamed a tout dit. Hein. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est vraiment insister sur l'exécution. Il y a quelques semaines, j'étais allé participer à un événement dans un des pays de la sous-région. Et j'étais étonné de voir qu'ils ont un tableau de bord de leur plan de transformation numérique qui était tout à fait transparent pour tout le monde. Tous les chantiers figuraient sur ce tableau de bord. On savait qui sont les parties prenantes, les rôles de chacun, où est-ce qu'on en est sur la feuille de route de mise en œuvre de ce chantier, de chaque chantier, et les coûts. Il y avait vraiment un tableau de bord de pilotage transparent de tous les chantiers de la stratégie nationale de développement du numérique dans ces pays. Le New Deal technologique, je crois qu'aujourd'hui, on devrait faire en sorte d'avoir un comité de pilotage inclusif qui fonctionne. Aujourd'hui, si on me dit où est-ce qu'on en est dans la réalisation du New Deal technologique, je suis incapable de brandir un document ou de dire exactement où est-ce qu'on en est dans le cadre de l'exécution du New Deal technologique. Donc ça, c'est un problème, c'est-à-dire que l'exécution, il sera difficile de régler le problème de l'exécution dont tout le monde parle si on n'a pas une gouvernance qui tient la route. Et c'est ça qui a fait le problème des stratégies précédentes. Donc vraiment, c'est très important. Moi, si je veux retenir quelque chose aujourd'hui sur le New Deal technologique, en tout cas, c'est de mettre en place cette gouvernance qui permette d'avoir une exécution de ce New Deal technologique. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que les entreprises sénégalaises doivent vraiment tout faire pour se mettre au maximum ensemble, former des consortiums, former des groupements pour faire des propositions concrètes à l'État sénégalais pour la mise en œuvre des projets structurants du New Deal technologique. C'est des choses qu'on a commencé à faire, mais il faudrait que l'État sénégalais soit sensible à cela et qu'on puisse vraiment confier à nos entreprises, bien entendu sans être isolés, mais confier à nos entreprises en partenariat avec d'autres entreprises étrangères pour réaliser les projets structurants du New Deal technologique. Merci. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'était donc le dernier panel de la journée.